Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de votre journal. Les obligeront à respecter... La tension monte au Mali à 2 mois des élections. L'opposition réclame la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga après la répression samedi d'une manifestation interdite. Informé pour dissuader à Sounyani, à l'ouest d'Accra, au Ghana, un centre vient d'ouvrir ses portes avec pour mission principale la dissuasion des candidats au départ. Le nord du Burkina Faso à nouveau attaqué. Un pasteur protestant et 2 de ses proches ont été enlevés dimanche. Analyse de la situation dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les propos ambigus du président Ouattara agitent la scène politique. Monsieur Ouattara s'appuie sur la réforme de la Constitution ivoirienne de 2016 pour justifier qu'il pourrait se présenter une 3e fois à l'élection présidentielle de 2020. Anticonstitutionnel, inacceptable et irréalisable, s'insurge la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui regroupe associations et partis politiques dont le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Au Burkina Faso, un pasteur protestant et 2 de ses proches ont été enlevés hier dimanche par des individus non identifiés près du village de Koutougou dans le nord du pays. La région est la cible d'attaques terroristes et de rapts depuis 2015. Le 21 mai dernier, c'est un catéchiste burkinabé et son épouse qui étaient enlevés dans une paroisse d'Arbinda, dans la province septentrionale du Soum. Au Mali, à 2 mois des élections, la tension monte. L'opposition réclame la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga après la répression samedi d'une manifestation interdite. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, faisant une 30aine de blessés selon les organisateurs. Des organisateurs qui accusent également la police d'avoir tiré à balles réelles, ce que démentent les autorités. Ce reportage, c'est ce que démentent, pardonnez-moi, les autorités. Autre pays où le scrutin présidentiel suscite des tensions, la République démocratique du Congo. Non à un 3e mandat pour Joseph Kabila, disent ensemble Félix Tshisekedi et Adolphe Muzito, tous 2 candidats à l'élection présidentielle prévue fin décembre. Rejet donc d'une candidature Kabila, mais également de la machine à voter, qu'ils considèrent comme une machine à tricher, et je les cite. Ils réclament également la sécurisation des acteurs politiques pendant la campagne. Pour l'ancien Premier ministre et le chef du principal parti d'opposition, l'UDPS, réuni à Bruxelles, il en va de la crédibilité du processus démocratique. Profitant du passage à Washington la semaine dernière de M. Muzito, Roger Muntu l'a interrogé, notamment sur l'éventualité d'une candidature de M. Kabila. Sa réponse est sans équivoque. Des voix s'élèvent de plus en plus au sein de la majorité pour dire que les matières modifiées de la Constitution touchent ou vont toucher les points verrouillés pour laisser Kabila de briguer un 3e mandat. Votre point de vue là-dessus? Donc, mon point de vue est que c'est de la comédie tout simplement. Il n'y a pas eu un changement des fonds qui touche les régimes politiques et qui touche les mandats du président de la République en tant que tel pour justifier qu'il brigue un nouveau mandat. Même si c'est la Cour constitutionnelle qui devait trancher la question. Oui, mais la Cour constitutionnelle, j'ai peur qu'elle soit inféodée. Je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Je pense que, politiquement parlant, je conseillerais au président de la République de ne pas prendre ces risques-là. Je crois qu'il a fait des bonnes choses, il a fait aussi des mauvaises choses. Le peuple est prêt à oublier ce qu'il a fait qui n'est pas bon. N'oublions pas qu'on est entré en démocratie par lui, grâce à lui. Évidemment, avec les efforts antérieurs des opposants et de ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont lutté pacifiquement, il nous a reconduit à la République, à la démocratie, mais c'est un long processus qu'il faut continuer à construire. Je pense qu'il a l'avantage d'être très jeune, qu'il joue le rôle dans l'ombre et ne se mette pas au devant de la scène pour priver à notre pays la paix dont il a besoin. C'est ça mon message, c'est ça ce que je lui conseille. Il sortira
sortira par la grande porte et l'histoire lui sera reconnaissante. À Madagascar, le président Air Razunariampian a nommé ce lundi un nouveau Premier ministre, Christian Tsai, aux fonctionnaires. Il est chargé de former un gouvernement de consensus pour tenter de sortir le pays de la crise politique. M. Tsai remplace Olivier Mafal Solonadratsan, qui a démissionné ce matin également en réponse à un ordre de justice Irénée Hermanungbo. En annonçant sa démission, Olivier Mafal Solonadratsan ouvre ainsi la voie à la nomination d'un Premier ministre de consensus. Objectif, tenter de sortir Madagascar de la crise politique. J'accepte sans condition l'avis de la Haute Cour constitutionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Le MAPAR, principal parti de l'opposition, estime que le nouveau Premier ministre doit être désigné parmi ses 73 députés. La semaine dernière, elle avait proposé 3 noms, mais ils ont tous été rejetés par le président. L'objectif du régime est clair. Éviter la nomination d'un Premier ministre issu du MAPAR, en contradiction avec la décision de la CC, et garder la main mise sur les postes à clé du gouvernement pour sécuriser en sa faveur les prochains scrutins électoraux. Quelques heures après la démission d'Olivier Solonadratsan, le président malgache a nommé son successeur. Il s'agit de Christian Tsai, directeur pays de l'Organisation internationale du travail. 5 conventions et puis s'en va. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a été reçu cet après-midi par son homologue français Emmanuel Macron. À l'issue de cette visite sous le double sceau du développement et de la sécurité, 5 conventions ont été signées entre le Niger et l'Agence française de développement à hauteur de 33 milliards de francs CFA, soit plus de 50 millions d'euros. Drame des migrations en Tunisie, un porte-parole de l'Organisation internationale des migrations prévient plus de 100 personnes pourraient avoir péri dans le naufrage de leur embarcation hier, qui contenait plus de 180 passagers. Selon un bilan officiel tunisien encore provisoire, 48 cadavres ont été repêchés et 68 migrants secourus. Cap sur le pays qui devrait connaître le taux de croissance économique le plus élevé au monde cette année, le Ghana. Ces prévisions optimistes n'empêchent pas de nombreux candidats à l'émigration de se tourner vers l'Afrique du Nord et au-delà, en quête de prospérité. Dans la ville de Sounyani, à l'ouest du pays, un nouveau centre d'information a été mis en place pour les en dissuader. Ernest Aoussou a passé plus de 20 ans en Libye avant d'être expulsé en 2011 alors qu'il tentait de regagner l'Italie. Il vit aujourd'hui à Dorma à Kinkro, une région frontalière de la Côte d'Ivoire. Même avec cette expérience, il ne renonce pas à emprunter à nouveau la route de l'aventure. Nous dit que c'est dangereux alors que le danger est ici au Ghana. Nous ne travaillons pas, pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais que c'est dangereux, mais si nous n'allons pas, où est l'argent? Où est le travail? Le gouvernement du Ghana a récemment lancé un programme visant à faire travailler 100 000 jeunes. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a déjà postulé. C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous allez gagner est de 700 cedi, environ $150. Je pense que c'est la meilleure approche pour affronter la question du chômage au Ghana pour un certain temps. À quelques kilomètres de là, des jeunes se sont enrôlés dans un nouveau programme. L'Union européenne a financé la construction du centre d'information sur les migrants à Sounyani, géré par le service de l'immigration du Ghana. Objectif, décourager les éventuels candidats à l'immigration illégale. Nous utilisons tout, nous avons des documentaires, des photos de ce qui s'est passé là-bas. Nous les utilisons pour les éduquer et leur dire que ce n'est pas facile, même en Libye, sans parler de l'Europe. En mars 2018, l'Organisation internationale pour les migrations estimait que plus de 60 000 Ghanéens étaient bloqués en Libye en route vers l'Europe. En Côte d'Ivoire, un scandale de fraude à l'immatriculation de voitures de luxe a fait la une et pour cause. Ce trafic illicite représente un manque à gagner considérable pour l'État. C'est un reportage à Abidjan de Georges Ibrahim Tounkara. Pour le moment, nous ne disposons pas de ce beau reportage. Revenons donc ici aux États-Unis où en plein mois de Ramadan,
Non, revenons ici aux États-Unis, où, avec une nouvelle américaine, mais en lien avec le continent. Un article de New York Times daté d'aujourd'hui l'affirme, les forces américaines d'opération spéciale en Afrique risquent de subir des coupes budgétaires sévères. Ces nouvelles mesures sont, toujours selon l'article du quotidien américain, le fruit d'une nouvelle stratégie du Pentagone qui se concentre désormais sur la lutte contre les menaces que Washington considère croissantes émanant de la Russie et de la Chine. États-Unis toujours, le président américain Donald Trump a affirmé ce matin son, je cite, droit absolu à s'appliquer lui-même le droit de grâce présidentielle, s'empressant toutefois d'ajouter dans un tweet qu'il n'aurait certainement pas à le faire puisqu'il n'a rien à se reprocher. Dimanche, l'un des avocats du président, Rudolph Giuliani, avait déjà évoqué la possibilité d'une grâce du président pour lui-même, suscitant une avalanche de réactions indignées et de mises en garde, y compris au sein du clan républicain. Ailleurs dans le monde, le Premier ministre jordanien Hani Moulki, à la tête du gouvernement depuis 2 ans, a été contraint à la démission aujourd'hui, après plusieurs jours d'une contestation populaire contre un projet de réforme fiscale et la hausse des prix. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Nous sommes en direct de Washington. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de la seconde partie de votre journal. En Virginie, dans la région de Washington, une mosquée reçoit des croyants de diverses confessions pour l'iftar, la rupture du jeûne, et pour la prière. En Côte d'Ivoire, scandale de fraude à l'immatriculation de milliers de voitures de luxe. Un manque à gagner considérable pour l'État. Et aussi dans ce journal, la Coupe du Monde de football et sa préparation. Hervé Renard sacrifie un défenseur pour un attaquant dans sa liste finale. Tous les lundis, LMA, Le Monde aujourd'hui, donne une place particulière aux membres de la diaspora installés dans la région de Washington. Et parce que la réussite n'est pas seulement livresque, je suis ravie d'accueillir un homme qui a littéralement construit sa carrière avec ses mains. Bonsoir, William Jordan Yemele. Bonsoir. Vous êtes propriétaire d'un garage spécialisé dans la réparation de BMW. De Mercedes. Et votre garage est installé dans le Maryland. Dans le Maryland, Harrisville. Commençons par le commencement. Pourquoi ce business-là? Pourquoi cette entreprise-là? Et pourquoi Mercedes? Pourquoi Mercedes? Parce que quand j'ai rencontré mon partenaire, j'étais propriétaire d'une voiture Mercedes.
Et j'avais la difficulté à l'entretenir. Parce que les voitures de luxe coûtent très cher, l'entretien. Il s'est avéré que j'ai rencontré mon partenaire qui travaillait pour la maison Mercedes. Et le samedi, il faisait un travail supplémentaire, un travail bénévole. Et on s'est rencontrés. Il cherchait un partenaire comme moi dans les affaires. Et c'est comme ça que nous sommes lancés et nous avons créé notre structure. Il est camerounais comme vous? Non, il n'est pas camerounais, il est éthiopien en fait. Vous avez quitté le Cameroun il y a combien de temps? Oh, je suis parti du Cameroun il y a longtemps, il y a près de 20 ans. Donc vous êtes un Africain américain? S'il faut le dire, oui. À part entière? En part entière, 100%, oui. Qu'est-ce qui vous plaît profondément dans cette aventure américaine? L'Amérique, c'est une terre c'est une terre d'opportunités. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce qui est bon, tout ce qui est légal, et tu peux réussir sans que les membres du gouvernement t'interjectent. Alors justement, parlons de réussite. Comment ça se passe? Comment fonctionne? Comment se porte votre garage? Pour le moment, nous avons encore du chemin, mais sinon, ça va, c'est un bon train. Bah oui, ça va. 8 personnes travaillent pour vous. Il y a pire? Non, il y a 8 personnes. Oui, au départ, nous avons commencé, ce n'était que pendant 6 mois. Ce n'était que mon partenaire et moi. Et ça fait bientôt, nous entrons à la 4e année d'existence. Vous êtes mécanicien vous-même? Non, je ne suis pas mécanicien. Alors, vous avez choisi cela parce que pour quelle raison? J'ai choisi ça parce que j'avais une main forte qui était mon partenaire, qui avait une connaissance absolue dans la mécanique. Et puis moi, sa combinaison, c'est-à-dire sa connaissance dans la réparation des voitures et ma connaissance dans le développement d'entreprise. Quand on fait fusion, ça donne un bon développement, ça donne une bonne structure dans les années futures. William, j'ai vu que les horaires du garage, c'est 8 h du matin à 7 h du soir, du lundi au samedi. Et j'apprends que vous vous lancez dans une seconde entreprise? Oui. Mais ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas, il faut conquérir. Vous n'allez pas dormir alors? C'est ça l'homme, mais tant qu'on vit, il faut travailler. Il faut assurer bien-être pour notre génération future, pour nos enfants. Il faut travailler. Et puis, quand on est dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où il faut bosser partout dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, il faut beaucoup travailler. Alors, vous allez beaucoup travailler, vous travaillez beaucoup déjà dans votre garage. Et la suite, c'est du textile. Ce sont des vêtements. Oui, c'est du textile, c'est dans la fashion. C'est dans la fashion. Comme le t-shirt que vous portez. Oui, exactement, c'est Kavacha. Une nouvelle marque de vêtements. Ça fait, j'ai lancé ça le 10 novembre de l'année dernière. Et pas mal de... Et vous y croyez, en tout cas? 100% fermement, bien sûr. Vous ne vous seriez pas engagé. Et le Cameroun dans tout ça? Le Cameroun, vous savez, quand je parle du Cameroun, je parle de l'Afrique en général. C'est pas facile d'émerger. Mais vous me disiez, quand on préparait cette émission, que c'était le problème le moindre, finalement, qui vous était acquis. Oui, l'Afrique, le Cameroun, pour moi, c'est une terre acquise. C'est acquis pour moi. C'est acquis parce que je sais qu'il y a tout le futur, c'est en Afrique. Parce qu'ici, il faut prendre ici, en Occident, chez les Blancs, il faut prendre ici. Et puis maintenant, rentrer en Afrique et développer. Emmagasiner un maximum d'expérience. Oui, merci. Non, l'expérience s'acquiert ici et puis on va là-bas développer. L'expérimenter dans son pays d'origine ou dans son continent d'origine. Merci William d'être venu, William Jordan Yemele. Je vous souhaite une belle continuation. Un sujet qui va vous intéresser, William. Il est question de voitures, de très belles voitures même, mais côté trafic, en Côte d'Ivoire, un scandale de fraude à l'immatriculation de milliers de voitures de luxe a fait la une, et pour cause, ce trafic illicite représente un manque à gagner considérable pour l'État. C'est un reportage à Abidjan de Georges Ibrahim Tounkara. Des voitures de luxe importées à coups de millions et qui auraient dû rapporter gros à l'État ivoirien. Mais ce sont plutôt des individus qui se sont enrichis. Plus d'1 millier de véhicules immatriculés en dehors de la procédure normale de dédouanement ou d'immatriculation. Le préjudice est énorme pour les caisses de l'État. Il est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA. Ce sont des immatriculations frauduleuses qui ont consisté à contourner la procédure normale tant au niveau informatique
qu'au niveau de la transmission physique des dossiers, par l'utilisation de faux documents, par l'utilisation de fausses déclarations, par l'utilisation ou même l'extraction des dossiers du circuit. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires. Elle a conduit à l'arrestation de 18 personnes, dont la plupart travaillent au guichet unique automobile. Ces voitures de luxe seraient la propriété de plusieurs hauts cadres du pays, dont des ministres. L'affaire serait passée inaperçue, n'eût été ce journal, l'éléphant déchaîné. Son directeur général se dit aujourd'hui menacé. Oui, pour ce dossier précis, nous avons reçu des menaces. On l'a même écrit dans le journal. Des personnes qu'on avait contactées pour avoir des informations ont dû se mettre à l'abri parce qu'ils ont reçu des menaces. Et donc, nous aussi, on a pris des précautions avant de faire l'enquête. Voilà. 18 personnes sont certes sous les verrous, mais de nombreux Ivoiriens sont sceptiques quant aux suites qui seront données à cette affaire. Et ils craignent surtout que ce dossier soit enterré comme bien d'autres. Georges Ibrahim Tounkara pour VOA Afrique, Abidjan. Retour ici aux États-Unis, en plein mois de Ramadan, une mosquée de Virginie, en périphérie de Washington, reçoit le temps d'une soirée des croyants de différentes confessions, leur donnant l'occasion de participer à la rupture du jeûne et aux prières. Deborah Block est allée à leur rencontre, Dili Diko raconte. Dans le centre islamique Dar al-Hijra à Falls Church en Virginie, Seaton McElroy, une catholique, se joint pour la première fois à la célébration de l'iftar. C'était une véritable expérience spirituelle, très impressionnante. J'aime le fait de pouvoir vivre cette expérience avec des personnes d'une autre religion et être en communion avec Dieu sans être à l'église. Seaton fait partie d'un groupe multiconfessionnel invité par l'imam Naïm Beg, dont l'espoir est de permettre aux personnes qui ne connaissent pas l'islam d'en apprendre plus sur cette religion. C'est ma responsabilité de partager nos croyances et nos valeurs, de permettre à nos voisins de savoir ce qu'est l'islam et ce que nous faisons ici. Le simple fait de partager ce moment et de manger ensemble nous rapproche. Jim Winkler, président d'une organisation chrétienne, dit attendre impatiemment le jour où toutes les religions seront acceptées et respectées. C'est l'essence même de ce que nous devons incarner en tant que croyants, être ensemble, partager un repas en discutant et en riant. Le rabbin Jerry Serota est à la tête d'une ONG regroupant 11 confessions, dont l'islam, le bouddhisme et le mormonisme. Si plus d'individus réalisaient à quel point toutes les religions ont de nombreuses choses en commun, je pense que cela contribuerait à réduire l'intolérance. Pour l'imam Beg, le plus important est que les participants d'autres confessions repartent avec dans le cœur la beauté et la générosité de l'islam. Place au sport à présent avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir Anna et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Basket pour commencer. Le grand champion et grand favori, Golden State, a doublé la mise face à Cleveland la nuit dernière dans la finale NBA en dominant le match numéro 2, 122-103, sous l'impulsion de Stephen Curry, 33 points dont 9 tirs primés. Un record en finale NBA. Les Warriors ont dominé leur sujet et malgré ce 2-0, désormais et surtout sa prestation XXL, Steph Curry reste modeste. Écoutons-le. Quel que soit le déroulement de la saison régulière, c'est assez cool d'accomplir cette performance, sachant qu'il détenait le record depuis probablement 6-8 ans. Mais à la fin de la journée, on retient tout ce qu'on a fait pour essayer d'obtenir une victoire. Je dis toujours que si nous nous concentrons sur ce point, de bonnes choses se produisent individuellement dans tous les domaines. Nous restons dans les jeux de main pour parler tennis. Tout s'est écoulé pour l'américaine de 36 ans, Serena Williams, blessée avant d'affronter sa rivale Maria Sharapova pour une place en quart de finale. Le choc attendu depuis le tirage au sort n'aura donc pas lieu sur la terre battue parisienne. J'ai un problème au niveau pectoral, malheureusement. Cela a empiré, je ne peux pas servir, disons, à expliquer la joueuse aux 23 titres en Grand Chelem, dont 3 à Roland-Garros 2002, 2013 et 2015. Et donc, dommage, cher ami, eh bien, vous ne verrez plus cette tenue d'inspiration Wakanda du football. Et nous parlons Coupe du Monde 2018, celle-là
personne ne l'a vu venir, eh bien, alors qu'il avait publié sa liste des 23 lions de l'Atlas retenus pour le Mondial 2018. Depuis le 17 mai dernier, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a réservé une grosse surprise en ce lundi 4 juin, dernier jour pour communiquer sa liste finale à la FIFA. Le technicien français a décidé d'intégrer l'attaquant Youssef Nesri de Malaga, initialement réserviste au 23, en sacrifiant le défenseur central du Raja Casablanca, Badr Banoun. Ce choix clairement offensif ne laisse que 6 défenseurs de métier dans la liste finale, dont seulement 3 centraux. Et puisque nous parlons du Maroc, on va y rester. Le Maroc qui se prépare pour le mondial russe, mais qui bataille aussi dur et pour accueillir celui 2026. Eh bien, le royaume chérifien fait face à la candidature conjointe États-Unis, Canada et Mexique. Vendredi dernier, les candidatures sont passées haut les mains devant la Task Force, cette commission qui a validé les dossiers des postulants avant le vote du 13 juin en Assemblée générale de la FIFA. Mais déjà, les Marocains se réjouissent d'avoir franchi l'étape de la Task Force et qui accusaient cette structure d'impartialité. Écoutons les réactions de quelques habitants de Rabat. Je pense que nous allons le faire. La FIFA doit montrer qu'elle est démocratique et qu'elle doit laisser l'offre suivre son cours normal. Je suis sûr que le Maroc va gagner. Déjà, félicitations à tous les Marocains pour cette première victoire d'étape. Le Maroc a une très bonne chance en ce qui concerne le nombre de voix qu'il peut gagner. Bien sûr, il y a toujours des surprises avec la FIFA qui traite différemment les candidatures des pays sous-développés par rapport aux puissantes nations. En vérité, je suis pessimiste. J'espère que le Maroc aura la chance d'accueillir cette Coupe du Monde. Nous aimerions voir le football à la maison. Ça fait 20 ans que notre équipe n'a pas participé à une Coupe du Monde. Nous aimerions organiser une Coupe du Monde. La suite donc c'est le 13 juin pour savoir qui du Maroc ou du trio États-Unis, Canada, Mexique accueillera la Coupe du Monde 2026. Alors, Yakou, on comprend la joie des Marocains et on la partage d'une certaine manière, mais vraiment, quelles sont les chances que le Maroc a face aux mastodontes, tout de même, États-Unis, Canada, Mexique? C'est vrai que quand on parle d'États-Unis, de Canada et de Mexique réunis pour une candidature face à un pays comme le Maroc, les chances du royaume chérifien sont très minces, mais il faut y aller. Je pense que ça fait quand même depuis 20 ans que le Maroc n'a pas participé à la Coupe du Monde. Et cette année, ils y vont. Ils espèrent, on l'a entendu tout à l'heure, accueillir cette Coupe du Monde 2026. D'autant plus que déjà pour 2030, il y a la Colombie, l'Uruguay, bien sûr, qui se sont positionnés, de même que l'Argentine. Et donc, du coup, la Coupe du Monde pourrait retourner sur la terre qu'il a vu naître en 2030. Et donc, si le Maroc ne gagne pas cette candidature, n'accueille pas la Coupe du Monde en 2026, il faudra attendre certainement après 2030 parce que, écoutez, en 2030, c'est sûr qu'ils vont accorder ça, je me dis, à ce trio Argentine, Uruguay, Colombie, parce que ça fera le centenaire de la Coupe du Monde en 2030. Et donc, l'Uruguay a de très fortes chances de voir la Coupe du Monde revenir sur la terre qu'il a vu naître. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est maintenant ou jamais? C'est maintenant ou jamais. Il faut prendre cette Coupe du Monde en 2026. Sinon, pour moi, en tout cas, il faut attendre jusqu'à 2034 pour espérer obtenir une Coupe du Monde sur la terre africaine après Afrique du Sud 2010. Merci, Yacouba Ouedraogo. Vous revenez demain, évidemment, pour un bulletin sport. Une aventure hors norme pour clore ce journal. L'aventurier Benoît Lecomte se prépare à affronter vagues géantes, requins et déchets flottants en traversant l'océan Pacifique à la nage. Il sera suivi par une équipe scientifique de 8 personnes. Demain, au surlendemain de ses 51 ans, il s'élancera pour joindre le Japon, donc il partira du Japon à San Francisco. Le but de la démarche, sensibiliser à la pollution des océans et à la contamination plastique. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre journal demain, même heure, même lieu. J'aurai le plaisir d'être là également. Belle soirée avec VOA Afrique.